Bonjour à tous et bienvenue sur Event News TV. Nous recevons sur ce plateau le docteur Boga Sako pour notre 8e numéro de En toute vérité. Cette fois-ci, on va aller avec lui sur toutes les questions qui concernent la Côte d'Ivoire. Docteur Boga Sako n'est plus à présenter, mais pour ceux qui découvraient le docteur, je vais vous dire que docteur Boga Sako est président fondateur de la FIDOP. Il est en même temps docteur en sciences humaines, enseignant-chercheur à l'Université de Côte d'Ivoire, expert, consultant et formateur en droit de l'homme et résolution des conflits. Il est en même temps écrivain essayiste. Docteur, bonsoir. Bonsoir, chers amis. Bonsoir, chers amis téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, tout de suite, on va parler de l'actualité. Et l'actualité en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est le procès, on va dire, l'audience de confirmation des charges contre le ministre Charles Blé Goudé qui se tient à la CPI. Vous avez dû l'écouter. Alors, quelle est votre réaction après avoir vu Charles Blé Goudé parler le jeudi dernier à la CPI? Très bien. Je vous remercie, comme toujours, de cette opportunité que vous m'offrez. Je pense que vous faites votre travail et je voudrais vraiment vous saluer. Notre pays traverse une situation assez difficile et il est bon de saluer les efforts qui sont faits par les uns et les autres. Event News TV a été toujours là, au plus fort de la crise. Et je pense que petit à petit, vous allez aider la Côte d'Ivoire à redevenir la Côte d'Ivoire. Merci docteur, merci beaucoup. Vous avez posé la question assez importante s'agissant du procès de Charles Blé Goudé. Alors, dans le domaine des droits de l'homme, dans la conception des militants des droits de l'homme, nous avons un adage selon lequel lorsque la justice est saisie, tout le monde se dessaisit. Cela voudrait dire en réalité que dans le commun des mortels, dans la société, lorsqu'un dossier quelconque, lorsqu'un litige, un conflit entre des individus arrive entre les mains du juge, les citoyens se taisent. De façon à ce que le juge jouisse de son indépendance et de toute son aura pour pouvoir dire le droit. Malheureusement, dans les conflits qui sont à la Cour pénale internationale, notamment deux, celui du président Laurent Gbagbo et celui du ministre Charles Blé Goudé, nous sommes bien obligés d'intervenir à fond sur cette justice pour la simple et bonne raison que nous avons des doutes, mais des doutes énormes sur la Cour pénale internationale, ne serait-ce que par sa conception, ne serait-ce que par sa mise en œuvre, telle qu'elle existe aujourd'hui par les Nations Unies. Une cour indépendante, dit-on, qui est quelque part pipée, activée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Il suffit de voir le traité de Rome pour se rendre bien compte que le Conseil de sécurité peut demander à la Cour soit de poursuivre ou d'arrêter des poursuites. À partir de là, il n'y a plus de justice équitable et indépendante. Je vais poser une question assez forte et j'aimerais dire 3 mots sur le procès dont j'allais dire subit M. Charles Blé Goudé, de même que le président Laurent Gbagbo d'ailleurs, en 3 temps, s'agissant du procès de Charles Blé Goudé que nous avons suivi le 2 octobre dernier. Premièrement, au niveau de la forme, on a un procès dans lequel les victimes, les présumées victimes pour lesquelles le procès est ouvert sont triées sur le tas. Je suis ivoirien. Je suis un acteur de la société civile depuis plus de 20 ans. Je suis un acteur des droits de l'homme depuis plus de 20 ans. Je connais l'histoire de mon pays. J'ai écrit des livres sur la situation des crises de mon pays. Mon pays souffre. Les miens souffrent. Et la communauté internationale qui veut nous rendre service se permet de trier parmi les Ivoiriens ceux qui sont victimes et ceux qui ne sont pas victimes. Ce n'est pas normal. Et déjà à partir de là, la Cour pénale internationale nous déçoit. Et moi j'ai toujours des inquiétudes quant à l'avenir de notre nation. Parce que la communauté internationale ne nous rend pas service. Déjà sur la question des victimes, j'ai mal parce que je suis une victime. Mais il n'y a pas que moi. Ce sont des millions d'Ivoiriens qui sont victimes de la crise ivoirienne, qui date depuis maintenant plus de 10 ans. Depuis 2002 que des Ivoiriens ont eu l'outrecuidance de prendre des armes contre la République. Ils ont assassiné des Ivoiriens. Mais qui va faire ce procès-là? Et la communauté internationale regarde cela. Elle défend qui? Des pro-Ouattara. Comment en défendant des pro-Ouattara, vous allez ramener la paix dans notre pays?
Moi j'ai mal parce que je ne sais pas ce que veut la communauté internationale, M. Ouattara. Vous voulez faire des simulacres des procès, juger Laurent Gbagbo, juger Charles Blé Goudé. Oh, quand on se regarde en face, on sait très bien qui a fait du mal à notre pays. Et moi, en tant que militant des droits de l'homme, j'ai mal pour cela. Déjà sur la question des victimes. Nous avons été au procès, nous avons suivi, même lorsqu'on jugeait le président Laurent Gbagbo, c'est toujours la même chose. On dit, comment dirais-je, l'avocat des victimes. Et vous regardez les victimes, ce sont des pro-Ouattara. Premier fait déterminant, mais qui est gênant pour la paix dans notre pays. Mais il y a un autre fait. Si vous voulez juger M. Laurent Gbagbo, et tous ceux qui sont proches de M. Laurent Gbagbo, mais quel jour on va juger tous ces rebelles criminels de notre pays? Et le procureur fait bien, la procureure fait bien de dire, oui, bientôt, on n'a pas encore fini. Mais quand vous n'avez pas encore fini de délivrer vos mandats d'arrêt, de grâce, ne remuez pas le couteau dans la plaie. Parce qu'aujourd'hui, pour que ce procès-là puisse être équitable, il eût été intéressant d'avoir en face de Blé Goudé un homme comme Soro Guillaume. D'avoir en face de Blé Goudé tous les chefs de guerre. Parce que c'est lui, Blé Goudé, qui est allé pactiser avec les chefs de guerre pour que les Ivoiriens ne les bouffent pas, au sens cru du terme. Parce qu'ils ont fait tellement mal à la République que les Ivoiriens ont été blessés et choqués. Donc ça fait le deuxième fait. Le dernier alors? Le dernier, sur cette question de la forme de ce procès-là, c'est le choix d'un expert. C'est-à-dire qu'on voudrait qu'il y ait par exemple quelqu'un qui a un œil avisé pour pouvoir aider la Cour pénale internationale à avancer. Justement, nous allons venir à cette question. Qu'est-ce que vous pensez de la présence de l'expert, enfin, je ne sais pas expert de quel organisme, mais de la présence du juge Epiphane Zerobi au procès? Il ne faut pas se moquer des Ivoiriens. Je pense qu'il faut qu'on soit sérieux. La Cour pénale internationale, je pense que je ne sais pas quel est l'objectif caché qu'elle veut atteindre. Je ne sais pas quel est l'objectif caché que la communauté internationale veut atteindre. Et moi, en tant qu'Ivoirien, j'ai toujours l'obligation de dire à mes compatriotes, soyons vigilants. Et ne rentrons pas dans leur jeu, dans leur plaisanterie. Zerobi Epiphane, il est Ivoirien. Il sait le rôle qu'il a joué dans notre pays. Lui qui a délivré un certificat de nationalité à M. Alassane Ouattara, au plus fort de la crise ivoirienne où la question de sa nationalité était sur la table. Délivrer parce qu'on est juge un certificat de nationalité parce qu'on veut rentrer dans une crise politique où on se fait un nom, où se fait de se donner de la valeur, c'est très facile. Moi je ne voudrais pas qu'on délivre des certificats de nationalité à qui veut avoir un certificat de nationalité. Ça se délivre sur la base, sur des bases. Zerobi l'a fait. Après il est allé même créer une structure des droits de l'homme. Parce que je connais bien mon pays, je connais bien l'histoire. C'est lui qui a créé le MIDH, le mouvement ivoirien des droits humains. Et à partir de là, moi je fais partie de ceux qui ont dénoncé ces choses-là parce qu'il ne faut pas donner l'occasion aux hommes politiques de manipuler la société civile. Et aujourd'hui, le ministre Charles Blé Goudé. Excusez-moi, je vous en prie. On va. Oui, mais je finis ici. Oui, même on va s'attarder un peu sur Zerobi Epiphane, parce que vous parlez d'une ONG qu'il aurait créée, une ONG qui parle des droits de l'homme. Oui. Et tout ça sous sa casquette de pro-Ouattara. Oui. Mais en même temps, on pourrait vous retourner aussi la question. Vous êtes président de la FIDO. Oui. Est-ce que vous n'êtes pas pro-Gbagbo? Je ne peux pas être pro-Gbagbo. Puisque les Ivoiriens savent que quand M. Laurent Gbagbo était au pouvoir, Dr Boga était à la télévision critiquant M. Laurent Gbagbo. Je vous rappelle un épisode que tous les Ivoiriens n'oublieront pas, les déchets toxiques. Je fais partie de ceux qui étaient sur les plateaux de 20h et partout pour dire le gouvernement doit démissionner. Et le gouvernement de Côte d'Ivoire démissionna. Celui-là même que dirigeait M. Charles Konabani. Les faits sont là. Et le ministre, à l'époque des transports que nous ciblions, c'est le ministre qui dirige aujourd'hui le MFA, c'est le président du MFA, Anaki Kobena. C'est lui qui était ministre des Transports quand il y a eu les déchets toxiques. Et je fais partie de ceux qui ont demandé sa démission. Et non seulement il a pour le faire démissionner, puisque vous savez que c'était un gouvernement d'alliance des politiques pour qu'on laisse au moins Laurent Gbagbo gouverner en paix. Eux tous étaient dans le gouvernement. C'était la formule que M. Charles Konabani a trouvée pour enlever du gouvernement ce monsieur qui s'appelle, comment dirais-je, Anaki Kobena. Parce que comme il était dans une coalition, c'était difficile de lui dire de partir. Donc le gouvernement a démissionné. Charles Konabani a fait démissionner tout le gouvernement. Et en ce moment-là, Anaki Kobena est sorti.
et le gouvernement a été reconstitué parce que le président Laurent Gbagbo a reconduit M. Charles Konan-Banny. Et après, on a sanctionné le gouverneur d'Abidjan, que vous connaissez bien. On a fait démissionner aussi le directeur général du port. Il a été suspendu. Pour toutes ces choses-là existent. C'est un acteur de la société civile qui fait ce travail-là. Mes bureaux ont été saccagés par la Fédération estudiantine de Côte d'Ivoire. Et probablement, ces bureaux ne peuvent pas être saccagés par la FECI. Parce que la FECI, depuis que Laurent Gbagbo est advenu au pouvoir, la FECI a compris que c'était un démocrate. Elle a calmé le jeu en général. Pour que la Côte d'Ivoire puisse avancer. Parce que c'était une victoire de la démocratie, l'avènement de Laurent Gbagbo au pouvoir. N'oubliez pas d'où nous venons. Nous sortons d'un coup d'état militaire. Et les Ivoiriens se sont sacrifiés pour que la démocratie triomphe et que Laurent Gbagbo arrive au pouvoir. Je finis sur cette question parce qu'elle est importante. Donc moi, j'ai milité dans la société civile, dans 3 structures. Parce que vous avez posé une question de fond sur la manipulation des acteurs de la société civile. Moi, je suis un acteur de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme. J'ai fait 10 ans. J'étais le président de la Ligue de Abouaké. Après, je suis devenu président national de l'APDH, Action pour la protection des droits de l'homme, pendant 2 ans. Président national. Et après, je suis venu à la commission nationale. C'est-à-dire que mon pays a estimé que dans la société civile, ce que je faisais pouvait servir à la République. Et donc, j'ai été nommé à la commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire. C'est là-bas que j'ai créé la FIDOP. Je vous dis cela pour que vous puissiez savoir que dans la société civile, il y a des acteurs politiques qui aiment bien manipuler parfois la société civile. Et M. Zorobi, c'est lui qui non seulement donne à M. Alassane Ouattara dans une crise nationale, il lui offre un certificat de nationalité. Et puis après, il va créer un mouvement des droits de l'homme. Et puis après, il va aller en exil. Et aujourd'hui, il va prendre sa carte de membre du RDR. Il va prendre sa carte du Rassemblement des Républicains de M. Alassane Ouattara. En quoi cela est-il mauvais? Mais cela est mauvais dans la mesure où il va arriver maintenant à la Cour pénale internationale comme quoi? Comme un expert indépendant? Mais attendez. Dans un conflit entre M. Ouattara et M. Laurent Gbagbo, M. Laurent Gbagbo est accusé et l'expert est... Mais comment la CPI, une Cour pénale internationale qui veut se respecter, peut accepter? Mais quand on prend un expert international, on fait une petite enquête. On met une petite enquête de moralité. Au moins, sur le passé, je ne peux pas savoir que la Cour pénale internationale se laisse aussi facilement duper. Docteur, on vous a compris, merci beaucoup. Nous allons... Donc, je récapitule, s'il vous plaît, pour que les téléspectateurs nous suivent très bien, j'ai fini. Oui. Je récapitule. Premièrement, dans la forme, ce procès-là, nous souffrons toujours du choix surpris des victimes. C'est une maladresse grave. Deuxièmement, nous souffrons de ce que il n'y a qu'un camp qui est poursuivi. C'est là où nous parlons de la justice des vainqueurs. Et puis troisièmement, le choix de ce qu'on appelle des experts. De qui se fout-on? Ce n'est pas des Ivoiriens en tout cas. Merci docteur. On va poursuivre avec l'actualité. Et l'autre actualité pressante, c'est la grève des prisonniers de la MACA. Vous, en tant que responsable d'une organisation, une fondation des droits de l'homme, vous avez même fait, vous avez fait des écrits pour dénoncer cela. Maintenant que vous êtes sur notre plateau. Oui, je dirais un mot naturellement sur la question des prisonniers, mais vous me permettrez de boucler tout à fait la boucle sur la question du procès de M. Charles Blé Goudé. Je vous assurer, pendant environ 1 heure que le ministre Charles Blé Goudé s'est exprimé, il y a une seule formule que j'ai retenue et qui m'a touché fondamentalement. Je vais vous la dire. M. Charles Blé Goudé dit, je ne suis même pas pressé, je ne revendique même pas, je ne commande pas la liberté. Je revendique la vérité. Ça, je pense que si nous sommes assez intelligents, en tant qu'humains, c'est un propos assez fort. Voici un accusé qui se trouve à la Cour pénale internationale, qui peut-être va, normalement, moi je parlais avec des gens, dans un avion, je parlais avec une hôtesse qui me demandait, je parle un peu de la crise ivoirienne, et puis j'ai dit, oui, j'ai mes compatriotes qui sont à la Cour pénale internationale, elle a commencé à tiquer, parce que la Cour pénale internationale, lorsqu'on vous y envoie, c'est que vous êtes un criminel de grand chemin. Et ce monsieur-là dit, je ne plaide même pas pour ma liberté, je plaide pour la vérité. Parce que de la crise ivoirienne, nous avons besoin de la vérité. Et pour nous, tant que la communauté internationale ne proclamera pas la vérité dans cette crise-là,
nous serons toujours en crise. Donc je tenais vraiment à le dire, merci, et je tenais à le féliciter pour cela, oui. Parce que le fait de dire, la liberté c'est une chose, mais la vérité d'abord, ça c'est fondamental. Et la deuxième, pour terminer tout à fait, la deuxième réplique qui est mais formidable, c'est qu'il a dit à la Cour pénale internationale, votre crédibilité est mise en jeu. Votre objectivité est frappée d'un doute à travers l'Afrique, à travers le monde entier. On vous soupçonne, on vous accuse d'être une cour politique. Prouvez au monde entier que vous êtes capable de dire le droit. Voilà ce que Charles Baudelaire a dit. Et ça, c'était magnifique. C'est pour cela que je voudrais rendre hommage à ce garçon. Un digne fils d'Afrique. Un digne fils de la Côte d'Ivoire. Je lui rends hommage. Merci. Les téléspectateurs ont très bien compris ce que vous avez dit. On va revenir à la grève des prisonniers politiques. Oui. Des prisonniers, on va dire, de Maka. Oui. Des prisonniers de la crise politique. Tout à fait. Qui sont en grève. Qu'est-ce que vous pensez de cette façon de faire 4 ans sans être jugés? Mais c'est une aberration. C'est-à-dire que la grève des prisonniers politiques ivoiriens, c'est la preuve concrète qu'il n'existe pas en Côte d'Ivoire un état de droit. Il faut qu'on se dise les choses. Dans un état de droit qui se respecte, un citoyen qui est arrêté, il est présumé innocent. Il est innocent jusqu'à ce qu'il soit prouvé qu'il a fait quoi que ce soit. Mais quand un monsieur passe 1 an, 2 ans en prison, et qu'on finish, on se rend compte qu'il était il était innocent, mais qui lui rembourse les 2 années qu'il a perdu en prison? Comment on fait pour rattraper les 2 ans, les 3 ans qu'il a passé en prison? Mais c'est la preuve, c'est la même chose pour tous les prisonniers politiques. M. Afin Guessan, le Premier ministre Akembo, tous ces gens qui ont été arrêtés. Et puis après, le juge vient proclamer un non-lieu. Mais qui va payer pour tout ce qu'ils ont subi comme service? Service corporel, service physique, les maltraitances, les tortures. Et paix à son âme. Paix à son âme. Ce secrétaire général de dignité, Mangaï Basile, un ami, un grand frère, qui est parti comme ça. Parce qu'il a été maltraité. On lui a cassé des côtes. 11 côtes cassées. Il est sorti, on lui a accordé la liberté provisoire. En fait, c'était pour l'accompagner vers la mort. Et moi, c'est ce qui me fait mal. Je l'ai dit aux États-Unis, à mon frère Kakabé. C'est pour cela que je ne veux même pas qu'on parle de la question des exilés politiques. Nous tous, on peut rentrer en Côte d'Ivoire. Mais je préfère être en vie pour réclamer la liberté, pour réclamer la souveraineté de mon pays, plutôt que d'aller me donner à des loups assassins, des loups voraces. Merci, docteur Boga. Oui. Je revenais sur cette question des prisonniers. Excusez-moi. La question des prisonniers politiques, elle est fondamentale. Elle est la preuve que dans notre pays, il n'existe pas d'état de droit. Et nous avons soutenu cette action-là. Nous avons soutenu ces prisonniers politiques-là pour dire simplement à M. Ouattara qu'en réalité, ces personnes-là n'ont pas leur place en prison. Et moi, je voudrais vraiment dire au régime dictatorial d'Abidjan, quand nous disons que c'est un régime dictatorial, chaque fois, j'ai des amis au RDR qui disent nous faisons fort. Mais comment vous voulez parler de démocratie alors que des personnes sont en prison? Moi, je me demande, une fois, je me suis dit, mais si vous avez libéré M. Afin Guessan, qui est le président du Front populaire ivoirien, le principal parti d'opposition, le parti de Laurent Gbagbo, mais que font ces jeunes étudiants qui ont soutenu Laurent Gbagbo, ces femmes, ces enfants, ces messieurs qui ont cru à la politique de M. Laurent Gbagbo, eux, ils font quoi en prison? En fait, ce sont des monnaies d'échange. C'est ce que M. Ouattara utilise pour dire, bon ben, si vous faites ci, je libère 10. Si vous faites ça, je libère 20. C'est du machiavélisme. C'est du cynisme politique. C'est pas de la démocratie. C'est pas un état de droit en Côte d'Ivoire. Merci, docteur Boga Sako, merci beaucoup. On va parler des élections en Côte d'Ivoire. Bientôt, 2015 arrive, la date constitutionnelle des élections. Et déjà, une grosse polémique. La reconduction du président Youssou Bakayoko à la tête de la CEI. Comment vous avez vécu cela? Avec beaucoup de tristesse. Et je vais vous dire, ma tristesse, c'est quoi? Vous savez que je suis exilé politique. Je suis sorti de la Côte d'Ivoire le 10 juin 2011. Ça veut dire que tous les faits qui se sont produits là, j'ai vécu jour après jour. Et j'ai sorti un rapport qui se trouve dans mon livre que j'ai écrit, La guerre d'Abidjan n'aurait jamais dû avoir lieu, qui est sorti à Paris. Mais c'est à Abidjan que nous avons commencé ce rapport. Et quand je sortais, je fuyais le pays, je fuyais les rebelles qui ont envahi Abidjan, qui ont massacré des civils, qui ont pris tout Abidjan. Quand M. Laurent Gbagbo a été pris le 11 avril 2011, c'est comme s'il fallait manger du non-Ouattara à Abidjan. Il fallait manger au sens cru du terme. Il fallait s'enfuir. Et je bénis Dieu
de m'avoir sauvé la vie. À partir de là, ce rapport-là, quand je le ventile, ma tristesse, tous les ingrédients de la crise de 2010 sont là aujourd'hui. Et on s'apprête à aller aux élections en 2015. Quand vous allez publier votre document, peut-être que ma conférence de presse aura eu lieu avant ou elle aura eu lieu après, mais je donnerai une conférence de presse le 11 octobre, samedi 11 octobre, pour que le monde entier sache que je l'ai dit. Et que demain, s'il y a eu quoi que ce soit dans notre pays, la communauté internationale va assumer ce qui va se passer. Pourquoi je dis cela? Vous me parlez de la commission électorale indépendante. Avant les élections de 2010, c'était la grosse polémique. Et M. Laurent Gbagbo a été acculé. Excusez-moi de l'expression, mais je vais être cru pour que les Ivoiriens comprennent. Parce que l'opposition voulait contrôler la commission électorale indépendante. On a passé 2 ans à 3 ans en train de mettre en place la commission électorale indépendante. Et M. Laurent Gbagbo a cédé. Et pour avoir le président Laurent Gbagbo, après Marcoussi, les membres de la commission électorale indépendante, non seulement il y avait l'opposition politique, c'est-à-dire tous les partis politiques d'opposition, mais en plus les rebelles, ils se sont émiettés, c'est-à-dire MPCI, MFA, tous les petits groupes ont pris des représentants et ils ont pris le contrôle de la commission électorale indépendante. Et quand vous lisez le livre qu'a écrit François Mattei en collaboration avec Laurent Gbagbo, mais c'est lui, Mattei, qui l'a produit, ce livre-là, Laurent Gbagbo a fait sa confession. J'ai commis 2 erreurs politiques. La commission électorale indépendante, l'élection sans le désarmement. 1. La commission électorale, nous sommes encore là aujourd'hui. 2. La question du désarmement. Cher frère. Oui, mais docteur Bouba, est-ce que à cette allure, avec ce que vous dites, est-ce que 2015 est sûr? Pour faire court. Alors, si je dois être franc avec vous, je suis descendu sur Paris pour faire cette conférence de presse et quelque part je vous donne la primeur. Pour nous, 2015, je peur que le chaos ne soit plus grave que 2010. Je ne suis pas un oiseau de mauvais augure, mais je lis le contexte et je regarde les faits. La commission électorale indépendante est problématique, elle est polémique, elle est conflictuelle. Ça va entraîner. Quand je regarde le visage même de M. Youssou Bakayoko, je revois la crise de 2010. Alors même si vous voulez, on peut garder le contrôle de la commission électorale au même PDCI. Est-ce qu'on ne peut pas trouver quelqu'un d'autre? Mais c'est ce que pour faire. Le président Ouattara, pour vous interrompre un peu, le président Ouattara a dit que Youssou Bakayoko était professionnel. Qu'est-ce que vous voulez? Professionnel de quoi? Pour organiser les élections. Non, il n'est pas professionnel. M. Youssou Bakayoko, avant de devenir président de la commission électorale indépendante, il était ministre des Affaires étrangères. C'est Laurent Gbagbo qui dit, pour l'avoir pratiqué un peu dans le gouvernement, il le trouve plus ou moins fréquentable par rapport à ceux qui étaient, j'allais dire, véhéments, polémistes, etc. Il a préféré ce monsieur-là. Mais ce n'est pas un technicien de quoi? Ce n'est pas un spécialiste des élections, non. C'est une personnalité qui lui inspirait confiance. Il a accepté. Aujourd'hui, il a perdu la confiance des Ivoiriens. Si vous refusez Youssou Bakayoko, le président Alassane Ouattara menace de faire organiser les élections par son ministre de l'Intérieur. Oui, mais M. Alassane Ouattara, il est arrivé en Côte d'Ivoire à quel moment? Au moment où nous sortions du parti unique. À la limite, je pense qu'il a une vision de parti unique. Il est dépassé sur ce point-là. Il est dépassé, M. Ouattara est dépassé. Parce que nous, on a fini avec cela. C'est-à-dire que toute l'Afrique considère que les élections sont source de violation grave des droits de l'homme. Les élections sont source de chaos dans notre continent. Donc, pour que les protagonistes à la magistrature suprême soient rassurés, créons des commissions électorales indépendantes. Donc, nous, on a dépassé cela. Lorsque notre démocratie aura évolué, n'oublions pas que la France, là, sa démocratie date de 1789. Je le rappelle toujours, la Révolution française. Les États-Unis, la démocratie, elle est vieille depuis 1776, où a été proclamée la déclaration d'indépendance française et américaine. Donc ces gens-là, ils ont eu le temps de faire des faux pas, de se redresser et d'avancer. Nous, on date de quand? On est indépendant depuis quand? Même indépendant depuis 1960. Mais est-ce qu'on est vraiment indépendant? L'ancienne puissance coloniale continue de nous manipuler. Vous voyez très bien certaines marionnettes parmi nous qui continuent d'être manipulées au XXIe siècle, où des Africains ont quand même fait des études, sont évolués. Certains parmi nous continuent de se laisser manipuler.
par l'ancienne puissance coloniale. Et M. Ouattara fait partie de ces personnalités-là, hélas. Alors permettez-moi de parler, puisqu'on parle d'élection. M. Ouattara est-il éligible? C'est la question que je pose à la communauté internationale. Oui, on ne va pas entrer dans ce débat. Oui, mais oui. Aujourd'hui, Ouattara est le président de la Côte d'Ivoire. Oui. Et le président, l'ancien président, lui a permis d'être candidat et aujourd'hui il est à la tête de la Côte d'Ivoire. On ne va pas entrer dans ce débat. Non, mais non, je suis désolé. Le droit, c'est le droit. Vous le donnez très bien la décision qu'a prise M. Laurent Gbagbo. Il dit très bien que tous ceux qui sont signataires de l'accord de Nina Makoussi sont éligibles d'office à l'élection de 2010. À l'élection de 2010. Sur quelle base M. Ouattara sera éligible en 2015? Je fais partie des juristes. Mais c'est moi qui suis en train de... Depuis, je suis constant. Dès qu'il a annoncé la candidature, j'ai produit une déclaration en écrivant directement au Conseil constitutionnel de mon pays. Pour lui dire, attention, il y a un problème. En 2000, la Cour suprême a dit M. Ouattara n'est pas éligible pour nationalité douteuse. Laurent Gbagbo a pris une décision à partir de l'article 48 pour le rendre éligible à l'élection de 2010. L'élection de 2015, il devient éligible sur quelle base? Parce qu'il n'y a pas un texte qui dit, quand tu as été président, même accidentellement, même après ta guerre, tu es d'office éligible à l'élection suivante. Non. Donc, la question de l'élection de M. Ouattara a posé problème. À l'élection de 2015. D'accord. Donc, je vous informe que non seulement la CEI pose problème, la candidature de M. Ouattara pose problème, mais le gros problème encore, c'est que les rebelles là, ils n'ont pas désarmé. Parce qu'il ne faut pas se tromper. Hein. Mais pourquoi vous continuez à les appeler rebelles? Est-ce que vous n'êtes pas rétrograde? Oui, ce sont ceux qui les habillent. Ce sont ceux qui les nomment préfets des régions. Comme dans notre pays, il n'y a plus de cadres, il n'y a plus d'intellectuels. On prend des gens qui se sont retrouvés au Burkina, qui ont pris les armes pour venir attaquer la République pour le nommer préfet des régions. Moi, je pense qu'il faut donner un peu de crédit, un peu de valeur à notre société. Parce que dans la société, il y a des valeurs. Nos étudiants, à cette allure-là, ils ne veulent plus faire des études. Parce que chacun cherche sa petite calache pour être ministre un jour. C'est trop facile. Une république, une société ne se bâtit pas sur cette forme-là. Il faut dire aux enfants de la Côte d'Ivoire qui ont pris les armes en 2002 qu'ils ont fait une grave erreur. Il faut le dire. Docteur Boga Sako, on vous a compris. Merci d'être passé sur notre plateau. Vous avez dit les choses avec la fougue qu'on vous connaît. Merci beaucoup. Téléspectateurs d'Event News TV, nous recevions le docteur Boga Sako, qui est le président fondateur de la FIDOP. Merci pour votre fidélité. On se retrouve pour un prochain numéro. Je vous fais un gros coucou. Merci.